la prudence des chefs d'entreprise en Europe, mais pas que en Europe, n'a pas pour cause ce qu'ils lisent dans les médias. Ça a pour cause ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On rentre dans une période révolutionnaire, Oui. et c'est d'ailleurs pour ça que ça apparaît un peu chaotique. Si vous prenez les débats du Parlement français en 1792-1793, c'est très chaotique. Bienvenue sur Mindset, le média. Bonjour Didier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Didier ? Alors, je m'appelle Didier Truchot. Je suis né le 30 novembre 1946 et j'ai créé en 1975 une société qui s'appelle Ipsos, dont je suis toujours le président. Bravo, évidemment, beaucoup de gens connaissent cette belle société Ipsos. On va parler d'Ipsos, de sa création, probablement des différentes étapes qui ont conduit à faire que cette société est arrivée à être aussi importante, internationale, etc. Mais donc Ipsos, c'est toute votre vie professionnelle ou il y a eu d'autres étapes avant ? Non, avant de créer Ipsos, j'ai travaillé pendant 7 ans dans 2 autres sociétés du même secteur. D'accord. D'abord à l'Institut français de l'opinion publique, l'IFOP, pendant 4 ans, puis dans une autre société. Et d'ailleurs, je recommande aux gens un peu plus jeunes qui vont créer leur entreprise de passer peut-être quelques années dans des sociétés déjà établies, dans lesquelles ils peuvent apprendre un petit peu les bases du métier, les erreurs qu'ils peuvent constater d'ailleurs et qu'ils ne referont pas quand ils auront créé leur propre boîte. Donc, c'est un bon point. Qu'est-ce que vous avez appris si on repense à ces années chez les autres ? Qu'est-ce qui vous a frappé ou... Ce que j'ai appris, c'est leur savoir-faire technique, c'est-à-dire comment on fait une bonne enquête, comment on fait un bon test de produit, comment on fait une bonne étude sur l'expérience client. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de la technicité. D'accord. Et qu'il est important d'apprendre. Après, ce que vous amenez, ce que vous n'apprenez pas, ou ce que vous apprenez pas, en constatant vos propres erreurs, c'est comment gérer tout ça, comment travailler à faire grandir une société, parce que ça, vous n'apprenez pas nécessairement chez les autres, mais plutôt chez vous. Très bien. Quelques mots de Ipsos entre le démarrage, les quelques, on va dire, étapes clés et quels sont les chiffres aujourd'hui ? On en est où dans cette belle société ? Donc, Ipsos a été créé par 3 personnes, 3 partenaires, 2 d'entre eux, malheureusement, sont partis au bout de quelques mois parce que les débuts de la société ont été un peu plus difficiles que nous ne l'avions envisagé. D'accord. Donc, je suis resté tout seul avec une assistante, 2 assistantes, un collaborateur. Donc, c'était une toute petite équipe. Oui. Aujourd'hui, on est 20 000. On est présent, 20 000. On est présent dans le monde entier, puisqu'on est présent dans 90 pays. D'accord. Et quand vous disiez tout à l'heure que les gens connaissaient Ipsos, en fait, ils connaissent pas Ipsos, parce que en France, ils savent éventuellement qu'on fait des enquêtes qui sont publiées dans les médias. Mais ça représente une toute petite fraction de notre chiffre d'affaires. La France elle-même, d'ailleurs, ne représente que 6% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et on a des activités qui sont beaucoup plus importantes aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, tout simplement parce que ce sont des pays dans lesquels le marché lui-même est plus important et donc nous-mêmes sommes plus importants dans les marchés plus importants. Je comprends. Alors, les grandes activités d'Ipsos, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu, au niveau mondial, est-ce que vous pouvez les raconter rapidement ? Oui, alors il y a, je sais pas si je peux les raconter rapidement, il y a tout ce qui concerne en effet l'opinion publique, la recherche sociale, etc., qui nous vaut de publier des enquêtes d'opinion, notamment dans beaucoup de pays. D'accord. Si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, vous pourrez regarder les sondages que Ipsos fait avec Reuters, ABC, etc., et d'autres médias américains, et vous aurez une certaine appréhension de ce qui s'y passe. Ça, c'est une première partie de notre activité. Une deuxième partie... études d'opinion. Études d'opinion et de recherche sociale, parce qu'on s'intéresse aussi, par exemple, à la façon dont les gens se comportent vis-à-vis des transports publics ou vis-à-vis des systèmes de santé. D'accord.
comment ils réagissent, par exemple, en Afrique sur les campagnes de vaccination. Enfin bon, on fait aussi ce genre de choses. Ça, c'est une première partie. Deuxième partie, c'est tout ce qu'on fait dans l'univers médical, puisqu'on travaille avec beaucoup de laboratoires pharmaceutiques sur des questions qui tiennent à la connaissance et à l'acceptation d'un certain nombre de médicaments et de traitements, et plus généralement de traitements. D'accord. Donc ça, c'est une deuxième partie. La troisième partie, c'est sur un univers plus grand public, c'est tout ce qui concerne la marque, la construction des marques, la gestion des marques, l'intérêt de développer sous la même marque des nouvelles catégories de produits ou pas, etc. Donc ça, c'est un troisième sujet. Et le quatrième sujet, c'est tout ce qui concerne l'expérience client. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, sont développés beaucoup d'instruments pour que les entreprises qui délivrent des services aient assez rapidement une réaction de la part de leurs clients sur est-ce que le service a été bien délivré, est-ce que dans le magasin c'était bien ou pas bien, est-ce qu'ils ont été bien conseillés ou pas, etc. Donc ça, c'est un quatrième sujet très important. Et puis le cinquième sujet, ça concerne l'innovation, c'est-à-dire le développement des nouveaux produits et des nouveaux services, dans lequel on peut aller jusqu'à initier, disons, ce que peuvent être ces nouveaux produits ou ces nouveaux services, jusqu'à les tester, de façon à mesurer quel est leur impact vraisemblable ou leur capacité à vendre. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et à la louche, en termes de pourcentage de chiffre d'affaires, le métier le plus important ou les 2-3 métiers phares? Les 2 métiers les plus importants, c'est ce qui concerne la marque et l'innovation. Donc, en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, en termes d'importance pour la société, Ipsos aime tous ses enfants, donc les 5 enfants. Ouais. Les 5 enfants. Et sans doute, évidemment, on a, nous, une appétence particulière pour tout ce qui concerne le développement de ce qu'on fait en matière d'opinion publique et de recherche sociale. D'accord. Surtout en ce moment, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses. Bien sûr. Et donc, vous disiez, la France ne représente que 6% du chiffre d'affaires total de la société. Oui, c'est bien ça. Incroyable. Ok, donc vous êtes une société française, mais plutôt, on va parler de culture après tout à l'heure et de mindset, mais donc vous êtes une entreprise basée en France, française, mais profondément internationale. Alors, profondément multiculturelle, mais en même temps, on est une entreprise française. Donc, je veux dire, le fait que la société ait été créée en France et que son siège soit toujours à Paris et qu'une partie de ses dirigeants... Par exemple, si vous prenez les 200 principaux dirigeants d'Ipsos, les Français font plus que 6%. Ils font peut-être 15% de l'ensemble des dirigeants. Donc, disons que nous avons un poids un peu plus important que les autres. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une entreprise internationale et je suis d'ailleurs très fier de constater que lorsque j'ai décidé de me retirer en partie, puisque je suis toujours le président de la société, mais je n'en suis plus le directeur général. D'accord. Donc, je ne m'occupe plus des activités de la société au jour le jour. C'était très... le processus de sélection de mon successeur a été un peu long, mais finalement, on s'est tourné vers quelqu'un qui travaillait déjà à Ipsos, qui est un Anglais. Oui. Et Ipsos est la seule société internationale dont le directeur général n'a pas la nationalité de la société elle-même. D'accord. C'est-à-dire que les Américains prennent toujours des Américains, les Anglais des Anglais, les Allemands des Allemands. Intéressant. Et Ipsos a choisi un directeur général britannique. Intéressant. Ça en dit peut-être pas mal sur la culture de la société et sur le mindset. Alors, je vais commencer sur les différentes questions. Didier, quelle est votre définition du mindset ? Pour moi, le mindset, c'est la culture. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce qui agglomère les gens. D'accord. Au-delà de leur nationalité, au-delà de leur histoire personnelle, au-delà du rôle dans l'entreprise, il y a besoin d'un ciment, d'une glue qui fait que toutes les personnes qui travaillent à Ipsos se sentent salariés, partenaires de la société. Voilà. D'accord. Alors, on leur demande pas un patriotisme d'entreprise. Je ne pense pas qu'il faille confondre une entreprise et une nation, par exemple. Oui. On leur demande pas d'être aussi fidèles que on peut l'être dans une famille. Moi, j'ai élevé 7 enfants, donc
Donc, bravo. J'aime mes 7 enfants plus que peut-être je n'aime mes collaborateurs et mes collègues d'Ipsos. Bien sûr. Voilà, mais ce qui est, je pense, important et utile, c'est que néanmoins, toutes les personnes qui travaillent dans la même entreprise, qui sont à plein temps, qui passent une bonne partie de leur vie finalement, bien sûr, partagent des objectifs, des valeurs, des façons de travailler qui soient les mêmes et que donc les clients aussi, ou nos partenaires retrouvent, qu'ils soient dans les bureaux en Chine, aux États-Unis ou en France, qui trouvent un peu la même ambiance, les mêmes façons de réagir, de raisonner, de hiérarchiser, etc. D'accord, ok. Et quand on vient, puisque donc là vous parlez de l'entreprise et donc de sa culture et je vais vous reposer un certain nombre de questions là-dessus parce que c'est un sujet crucial pour nous. Mais si je reviens à Didier, à son mindset, à son moi profond, comment est-ce que vous, par rapport aux autres dirigeants ou aux autres fondateurs ou entrepreneurs, c'est quoi le mindset, c'est quoi le moi profond de Didier par rapport aux autres grands dirigeants qui ont réussi comme vous Ok. Alors d'abord, dans les dirigeants, il faut évidemment distinguer ceux qui ont créé leur entreprise et ceux qui l'ont gérée. Donc, c'est pas pareil. Non pas d'ailleurs que ceux qui l'ont gérée soient moins bien, moins honorables que ceux qui l'ont créé, c'est juste différent. Différent, exactement. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que parmi les gens qui créent des entreprises, il y en a, et d'ailleurs il y en a beaucoup ces temps-ci, qui créent des entreprises dans l'idée que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils la vendront. Oui. Fortune faite, et que ils en créeront une autre, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a des entrepreneurs incroyables qui ont su créer plusieurs entreprises différentes à différents moments de leur vie, etc. Tout à fait. Puis, il y en a d'autres, comme moi, qui avons créé une entreprise, et sans doute par, je sais pas, par paresse, ou parce qu'ils n'avaient pas d'autre idée, en sont restés à la première. Donc moi, je suis fidèle à Ipsos, et Ipsos, heureusement, mais fidèle aussi. Et donc, c'est une longue histoire commune entre moi et cette entreprise. Et je pense qu'il y a évidemment d'autres dirigeants, d'autres créateurs d'entreprises qui ont la même expérience que moi. Et j'en suis, en tout cas pour moi, content. Et à quel point pensez-vous que cette entreprise a été justement infusée ou a été modelée à votre image, puisque vous parliez de vos 7 enfants, vous parliez tout à l'heure en métaphore de vos 5 enfants dans les business units d'Ipsos. Donc vous êtes le père, oui, je suis très famille, oui. Voilà, très sans famille, doute. Exactement. Je me suis même marié plusieurs fois, oui. J'ai créé cette société parce que j'avais eu la chance, donc quelques années auparavant, d'intégrer cette entreprise qui existe toujours et qui s'appelle l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP. Oui. Et j'avais trouvé que c'était un métier formidable. Je n'avais pas d'idée particulière sur ce que faisait une société de sondage avant d'y travailler. Mais j'ai trouvé que c'était formidable. Pourquoi ? Parce que on travaille et une fois ce travail fait, on va apporter au client une information. On va lui dire quelque chose qui éventuellement l'intéresse. On va essayer de lui dire d'une façon qui l'intéresse. Enfin, on va essayer d'avoir une présentation simple, claire, audible, compréhensible, etc. Et donc, vous êtes dans un rapport avec votre client, qui est un rapport dans lequel il vous paye, et vous, en échange, vous lui donnez, enfin, vous lui présentez, vous lui communiquez quelque chose qui va lui être utile. Oui. Donc ça, pour moi, je trouvais que c'était une bonne façon de passer son temps, qui était d'avoir un rapport équilibré entre le client qui paye et qui écoute, et vous qui produisez et qui parlez, enfin, qui présentez, qui éventuellement discutez d'ailleurs. Et donc, trouvant ce métier formidable, j'ai quelques années après avoir appris à l'exercer, donc au bout de 7 ans, j'ai décidé de l'exercer moi-même. Et pourquoi je l'ai exercé moi-même ? Donc pourquoi est-ce que j'ai créé une entreprise ? Parce que je trouvais que les 2 sociétés dans lesquelles j'avais travaillé, dans lesquelles j'avais appris beaucoup de choses par ailleurs, n'allaient pas tout à fait au bout de cette logique. D'accord. Et ne s'occupaient pas suffisamment de la façon dont le client se servait des informations qu'on lui vendait ou qu'il achetait. D'accord. Il était un peu passif, il recevait l'information et il en faisait quelque chose ou pas, enfin selon
peut-être d'ailleurs le fait que cette information était pertinente ou pas pertinente, ou qu'elle était compréhensible, pas compréhensible, bref. En tout cas, ce que l'on a voulu quand on a créé Ipsos, c'était augmenter l'usage qui était fait de l'information. Je comprends. Pas simplement la faire, la produire, la présenter, mais en gros faire en sorte que on maximise la possibilité pour cette information d'être utilisée par le client. D'où le nom d'Ipsos, parce que Ipsos, ça vient d'une expression latine qui est ipso facto, une expression qui est utilisée dans la langue française, et qui veut dire c'est évident, enfin il y a un lien de causalité linéaire entre un phénomène et un autre phénomène. D'accord. On est au printemps, donc ipso facto, chaque jour, le jour est plus long. Hein, voilà. Donc il y a une notion d'évidence. Je comprends. Une notion de clarté, d'évidence. Et donc, c'est cette idée-là que j'ai voulu, développer et qui existe encore aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire qu'Ipsos, c'est une société qui essaye d'avoir le facteur d'utilisation le plus grand possible. Et en se disant d'ailleurs qu'à partir du moment où l'information qu'on produit et qu'on présente est utilisée, elle acquiert une valeur supplémentaire et que ça aide, disons, nos clients, ça leur donne une bonne raison de travailler encore et encore avec nous. Je comprends. Ça veut dire que vous êtes dans un rapport avec le client, parce que en fonction des services ou des produits que vendent les entreprises, elles vont être considérées comme des sachants, des partenaires, des fournisseurs, des petits fournisseurs, des grands fournisseurs, etc. J'imagine que le lien que vous avez tissé avec ce type de prestation vous a rendu plutôt sachant et très partenaire vis-à-vis de vos clients, et que ça a probablement infusé justement la culture d'entreprise. Alors, partenaire, certainement. Oui. Sachant parfois, mais les clients, ils savent aussi des choses. On n'est pas les seuls à avoir des connaissances. Donc, après, on peut échanger, confronter, comparer, tout ce qu'ils savent et ce qu'on sait. Fort heureusement, nos clients qui sont des cadres de grandes entreprises ou d'institutions gouvernementales ou non gouvernementales ont évidemment des connaissances, eux aussi, ce qui rend d'ailleurs parfois la discussion intéressante. Bien sûr. Donc, mes partenaires sûrement, en tout cas avec toujours le souci, non pas simplement de bien faire ce pourquoi on est payé, mais d'aller un petit peu au-delà, en s'assurant encore une fois que ce que l'on fait est entendu, compris, et éventuellement, parce qu'après c'est au client d'en décider, éventuellement utilisé. Je comprends. Super. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est, et ça m'intéresse d'avoir vos informations là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à une taille d'entreprise aussi importante, aussi puissante, aussi internationale, entre le point zéro, quand vous décidez de monter votre boîte, et aujourd'hui? C'est quoi les étapes clés qui a fait que, parce que la boîte aurait pu mourir plusieurs fois, il y a sûrement eu des moments un peu critiques, des moments de gloire ou des choix stratégiques. Comment votre mindset, comment votre moi profond a fait la différence, ou comment peut-être la culture d'entreprise a fait que vous avez survécu et que vous avez grandi? Oui, alors sur les moments dans lesquels on a surmonté des difficultés, c'est pas simplement un problème de culture, c'est un problème de respecter 2 ou 3 règles très simples que je vais vous dire. Avec plaisir. La première, c'est qu'il faut faire attention à l'argent. D'accord. Il ne faut pas dépenser plus d'argent qu'on en a. Ce qui évite après d'être dépendant des gens qui vous l'ont prêté et qui peuvent imposer leur vue si les choses ne se passent pas bien. Donc vous n'avez jamais levé d'argent, vous n'avez jamais... Si, on a levé de l'argent, mais on l'a fait toujours de façon raisonnable, en sachant qu'on serait capable de le rembourser. D'accord. Et on n'a jamais cherché à poursuivre des rêves ultimes en se mettant en risque sur le plan financier. Donc ça, c'est... D'accord, donc ne pas dépenser plus que ce que l'on... Si vous voulez, l'indépendance a un prix. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à ceux qui gèrent les finances publiques des États. Il faut à un moment ou à un autre, il faut quand même ne pas dépenser plus d'argent qu'on en a, parce que sinon on finit par être dépendant. Enfin, c'est inévitable. Voilà. Donc ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2,
c'est qu'il faut croire en soi. C'est-à-dire, il faut être confiant. Parce que si vous n'êtes pas confiant, si vous vous mettez à douter, si vous vous mettez à trembler le matin quand vous vous réveillez, ou si vous êtes en sueur la nuit, ça va pas. Donc il faut rester confiant. Alors, soit vous avez confiance en vous, confiance dans ce que vous faites, ce qui est mon cas. Oui. Je suis né confiant, donc je suis confiant. Vous êtes né confiant ou vous êtes devenu confiant? Non, je crois que je suis né comme ça. Vous êtes resté confiant? Bon, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, autant que je m'en souvienne, j'ai toujours eu une certaine confiance dans ce que je faisais. J'ai jamais eu de doute sur ma capacité à me débrouiller, enfin, je veux dire, à faire ce que j'avais envie de faire. Mais si vous n'êtes pas tout à fait comme ça, et je veux dire, ça peut être lié à des parcours individuels différents, et ben, la confiance, elle vient aussi de la relation aux autres, de votre capacité à collaborer, à être en groupe. Oui. Parce que quand vous êtes en groupe, bah, vous êtes plus fort que si vous êtes tout seul. Oui. Voilà. Le troisième élément, c'est la gestion du temps. Ah. Pourquoi? Parce que il y a des moments où il faut aller vite et des moments où il faut aller lentement. C'est vrai. Et cette gestion du temps, elle est pas si facile que ça à faire. Enfin, je veux dire, à comprendre et à faire, à exécuter. Et il nous est arrivé de vouloir aller trop vite, nous est arrivé de rater des occasions parce qu'on allait trop lentement. Donc, je veux dire, il n'y a pas de perfection dans cette gestion différenciée du temps selon les moments, mais il faut quand même accepter l'idée que parfois ça prend du temps et que parfois, au contraire, il faut aller vite. Voilà. Prendre des décisions rapidement. Voilà, donc, si vous gérez l'argent, point numéro 1, si vous êtes confiant ou que vous vous mettez en situation d'avoir plus confiance, et enfin, si vous gérez bien le temps, je pense que vous avez à peu près les 3 règles importantes. Et ces règles-là, vous les aviez en tête quand vous avez monté la société, ou c'était plutôt... Je les verbalise mieux aujourd'hui qu'au moment où ça s'est fait. Je comprends. Mais je pense que j'ai toujours agi en respectant ces 3 principes-là. Et si je m'attarde un petit peu sur le temps, sur la notion du temps, si je décortique un petit peu, certaines fois vous dites qu'il y a des choses qui vont prendre du temps, il faut avoir la patience, ou certaines fois il va falloir prendre des décisions rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres choses, si on rentre un peu plus profondément dans ce sujet du temps, parce qu'aujourd'hui, à notre ère des réseaux sociaux, où on voit tous les jeunes qui ne sont pas capables de se concentrer plus de 10 minutes, je suis méchant, avec l'instantanéité des réseaux sociaux, etc., le temps, c'est quelque chose de crucial. Donc, si on creuse un petit peu, comment est-ce que vous analysez les choses dans la notion du temps et c'est quoi les choses à retenir là-dedans? Oui, alors, vous avez raison de dire que les réseaux sociaux ont comme conséquence, parmi leurs conséquences, il y a cette question qui est liée au temps d'attention. Enfin, voilà. Maintenant, je suis pas si pessimiste que ça parce que je constate aussi que, par exemple, beaucoup de jeunes font de la méditation, que beaucoup de jeunes savent aussi s'organiser à certains moments pour ne pas être totalement collés à leur téléphone. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a, comme dans n'importe quelle période, il y a des gens, des personnes qui s'en sortent mieux, d'autres qui s'en sortent moins bien, mais qu'il y a suffisamment, disons, de personnes qui sont capables de maîtriser ces nouveaux outils ou ces nouveaux moyens de communication pour que ça puisse bien se passer. Surtout si, encore une fois, ils comprennent, enfin, ce que moi je considère comme très important, qui est que si on a la chance de faire quelque chose qu'on a envie de faire, il faut le reconnaître et après il faut le préserver. Voilà. Je comprends. Et pour finir sur ce sujet du temps, comment faire par rapport à sa vie personnelle et pro? Comment vous avez fait à l'époque entre votre vie personnelle et pro, et comment aujourd'hui vous feriez, ou quel conseil donneriez-vous aux gens qui nous écoutent sur le côté vie pro-perso et gestion du temps? Parce que quand on crée une société aussi belle que la vôtre, j'imagine que ça vous a pris du temps et que vous aviez peu de temps personnellement aussi. C'est un peu compliqué du coup, non?
Ouais. Enfin, après, c'est très personnel. Enfin, je veux dire, moi, je pense que j'ai pas de conseils à donner sur le sujet. C'est sûr que mes enfants, probablement, se disent que ils auraient pu avoir plus de temps, de mon temps, avec eux. Et c'est vrai que je leur ai pas nécessairement consacré autant que d'ailleurs eux-mêmes en consacrent à leurs propres enfants, parce que quand je les vois fonctionner avec mes petits-enfants, je suis assez ébahi de voir l'attention qu'ils ont, l'amour qu'ils portent, qui est, disons en tout cas concrètement, qui prend plus de temps que ce que moi je leur ai donné. D'accord. Mais je les aime, hein, mais en même temps, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à travailler, à voyager, à faire d'autres choses, et que voilà. Mais c'est un choix. Je veux dire, on peut pas. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'est moi qui avais décidé de le faire. Mais je suis pas un modèle de ce point de vue, et à chacun de trouver son bon équilibre. Oui, je comprends. D'accord. Et on parlait de culture d'entreprise tout à l'heure, donc de ciment et de direction qui faisait que les gens pouvaient bien travailler ensemble. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément la culture aujourd'hui d'Ipsos? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a un peu changé, ou est-ce qu'elle est vraiment restée plutôt pareille? Et nous donner quelques exemples concrets qui, par rapport à vos concurrents, par exemple, font que cette société est vraiment différente. Alors, je sais pas par rapport à mes concurrents, parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'intention de dire du mal de mes concurrents, même si je n'en pense pas moins. mais si vous voulez, il y a enfin, dans Ipsos, on s'est mis d'accord sur quelques mots qui nous paraissaient importants et que l'on dit, que l'on répète, etc. D'accord. Super. Un peu comme l'évangile. Donc, alors, le premier, c'est l'honnêteté. D'accord. Pourquoi? Parce que comme on est un métier qui produit de l'information, c'est un métier qui peut permettre d'être très malhonnête. Vous posez pas les bonnes questions, vous donnez pas exactement les bonnes les réponses. Enfin, il y a des possibilités de manipulation de l'information qui sont quasiment infinies. Ok. Et donc, le fait de se placer directement sur le plan de l'honnêteté, ça change beaucoup de choses dans l'entreprise. La seule raison pour laquelle vous êtes licencié en 5 minutes chez Ipsos, et c'est arrivé un certain nombre de fois, c'est pas parce que vous n'avez pas bien vendu un contrat, c'est parce que vous avez fraudé d'une façon ou d'une autre. Je comprends. Ok. Tout cas de fraude est suivi du licenciement de toutes les personnes impliquées dans la fraude, qu'elles soient petites, grandes, moyennes. Ok. Voilà. Donc nous, on peut regarder nos clients dans les yeux et on peut leur dire, je comprends. On est bon, on n'est pas bon, parce que parfois on fait des choses qui sont pas terribles, mais au moins on le fait honnêtement. D'accord. Le deuxième mot, c'est la curiosité intellectuelle. Pourquoi? Parce que comme on est justement dans un milieu de prestations intellectuelles, c'est très important de savoir, de connaître les dernières techniques, les avancées de la science, l'intelligence artificielle, mais aussi ce qui se passe dans le monde et en quoi et comment l'évolution de la situation mondiale peut avoir une influence sur les gens et peut entraîner des conséquences, y compris pour nos clients. Je comprends. Curiosité, c'est très important. Le troisième point, la troisième idée, enfin le troisième mot, c'est la collaboration. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on est 20 000. Donc, à 20 000, on est sans doute un peu plus intelligent que chacun individuellement. Oui, ça paraît évident à dire comme ça, mais c'est vrai qu'il faut éviter que les personnes qui travaillent se mettent en position d'isolation, pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils savent tout, qu'ils peuvent se débrouiller de tout, etc., etc. Donc, il faut encourager, développer tout ce qui concerne l'innovation. Quatrième point, c'est un élément de culture canine. C'est-à-dire, ne mords pas la main qui te nourrit et donc respecte tes clients. Oui, voilà, d'accord. C'est l'intérêt. Et parfois, l'intérêt des clients n'est pas l'intérêt de la société. Parce que, bien sûr. Voilà, mais c'est pas grave, on va toujours privilégier l'intérêt du client. Voilà, c'est faire en sorte que le client soit bien traité, bien servi. Et puis le dernier point, c'est
ben, il faut se bouger un peu, quoi. Faut s'activer. Donc, c'est ce que j'appelle l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise chez Ipsos, ça a une définition assez particulière. C'est un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui fait attention à l'argent. Voilà, c'est ça, un entrepreneur. Donc, à Ipsos, on travaille beaucoup et on fait attention à l'argent. D'accord. Ok, hyper intéressant. Donc, si je redis avec vous les 5 principes, le premier, c'est l'honnêteté. Oui. Le deuxième, c'est la curiosité. Intellectuelle, oui. La curiosité intellectuelle. Le troisième, c'est la collaboration. Tout à fait. Le quatrième, pas facile de retenir les 5 immédiatement. Le dernier, c'est l'esprit d'entreprise. Et le quatrième, c'est le client. Le client ne mord pas la main de celui qui te paye. Voilà, c'est ça. Et même si tes intérêts ne sont pas en relation totale avec le client, c'est le client qui te paye. Il faut. D'accord. Et est-ce que du coup, ces valeurs, ces mots-clés, par exemple, dans un entretien d'embauche, vous avez des techniques pour vous assurer que les gens vont bel et bien être compatibles par rapport à ces valeurs? Alors, on n'a pas de technique, mais c'est sûr qu'on va être amené... je n'assiste pas à tous les entretiens d'embauche, donc il faudrait interroger les gens qui font ça. Mais je pense qu'on vérifie en effet qu'il y a une relation entre ce que les gens disent, la façon dont ils se présentent, etc., et leur capacité à s'adapter. En même temps, on n'a pas... c'est des valeurs qui sont suffisamment universelles et évidentes d'une certaine façon pour que, au fur et à mesure où vous le répète et où aussi vous voyez que vos collègues agissent un peu comme ça, je pense que ça va. Et donc, dans les étapes clés de la société, bonnes ou mauvaises, les moments charnières, j'imagine que ces 5 valeurs ont joué un rôle important. C'est la boussole. À un moment, quand on est dans une situation très compliquée, on agit vis-à-vis de ces 5 valeurs cardinales. C'est fait pour. Alors après, je ne vous dis pas qu'il y a une adéquation totale et à 100% entre l'idéologie, les valeurs d'un côté et les comportements de l'autre. Ce serait probablement un peu présomptueux d'y croire, mais en tout cas, c'est sûr que ces mots-là, enfin cette série de mots, parce qu'ils vont ensemble, hein, c'est pas, ils sont évidemment l'un après l'autre, mais c'est un ensemble. Ces mots-là sont pour nous très utiles pour, encore une fois, rassembler des personnes qui sont tous des professionnels de ce métier, mais qui habitent, travaillent aux 4 coins du monde, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas nécessairement la même culture, etc. Est-ce qu'il y a un moment clé dans l'entreprise qui vous vient en tête où justement une de ces valeurs vous a fait prendre la bonne décision, où la société aurait pu péricliter, ou vous a permis de grandir d'un échelon de manière importante, que vous auriez envie d'échanger avec nous? Alors je sais pas s'il y a un moment qui me vient comme ça à l'esprit, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments dans l'histoire de la société où on aurait pu prendre une trajectoire totalement différente, et on ne l'a pas fait parce que on pensait que... D'abord parce qu'on n'en avait pas très envie, pour dire les choses franchement. Et quand on a reçu des offres d'achat, par exemple, ce genre de trucs. Donc on n'était pas très... Pour se faire racheter ou pour racheter? Non, pour se faire racheter. D'accord. Okay. Pour racheter, ça, ce sont des décisions simples, si je peux dire. Après, certaines opérations sont révélées plus fructueuses que d'autres, mais c'est pas très compliqué en fonction de ce qu'on a envie de faire, des priorités qu'on a à un certain moment, de se fixer sur un certain nombre de sociétés dont on se dit qu'elles pourraient contribuer au succès de telle ou telle initiative. Donc c'est pas le sujet. Par contre, le sujet, c'est vraiment quand il y a plusieurs moments dans l'histoire de la société où des gens, par ailleurs,
disons, de bonne réputation, ont voulu acquérir Ipsos et on a dit non. On s'est débrouillé pour que ce soit non. Oui. Et on l'a fait toujours parce que on pensait que en étant acquis par des étrangers, en fait, eh bien, ça aboutirait vraisemblablement à des changements de priorité, à des comportements différents, et donc, in fine, aussi à un jeu de valeurs différent de celui qu'on avait choisi. Je comprends très bien. Je reviens à l'honnêteté et à l'information, parce que aujourd'hui, quand vous allumez la radio, vous écoutez les journalistes, vous ouvrez tel ou tel journal, on n'a que des mauvaises nouvelles, ou quasiment. Et on a tel ou tel sondage ou telle information qui nous dit que le moral des Français n'a jamais été aussi bas, que la consommation des ménages est en berne, que la France est surendettée, que ceci, que cela. De cette information... Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. De cette information, digérée par les chefs d'entreprise, donne probablement de la crainte et donc un resserrement des investissements, des envies de rachat d'entreprises, etc. Donc, comment est-ce que vous voyez ce lien entre l'information qui, même si elle est vraie, peut finalement transformer un peu le mindset des chefs d'entreprise qui vont plutôt avoir envie de se recroqueviller que envie d'avoir investir. Et vous parliez d'honnêteté et d'information. Alors, je pense que la prudence des chefs d'entreprise en Europe, mais pas que en Europe, n'a pas pour cause ce qu'ils lisent dans les médias. Ça a pour cause ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. D'accord. Il faut bien comprendre que si je prends ce qui se passe notamment aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis n'est pas la foucade d'un homme un peu vieillissant et qui trouve... La foucade, c'est-à-dire... La foucade, c'est-à-dire les caprices. Oui, d'accord. Ce qui se passe, c'est pas les caprices de Trump, du président des États-Unis. Ce qui se passe, c'est un plan qu'un certain nombre de responsables américains ont en tête et qui consiste à la fois à changer la constitution des États-Unis, le mode de fonctionnement institutionnel des États-Unis, qui était basé sur l'équilibre des pouvoirs, pour donner tous les pouvoirs au président exécutif. Donc ça, c'est une première volonté. La deuxième volonté, c'est d'éradiquer tout ce qui, dans la culture américaine, notamment dans la culture universitaire américaine, et je dirais de l'ordre du progressisme, tel qu'on l'entend en Europe, donc de faire des universités un bastion des idéaux les plus conservateurs. Et troisièmement, de toute façon, de ne pas se laisser, de ne pas se laisser emprisonner par des alliances. Donc, fondamentalement, l'administration Trump ne veut pas d'alliance, elle veut des vassaux. Voilà. Donc, si vous prenez tout ça en considération, vous pouvez pas être d'un optimisme totalement béat, d'autant que ce plan est soutenu et nourri par un certain nombre d'entreprises américaines très puissantes qui croient qu'elles vont y trouver leur intérêt. Donc, il y a... vous savez, il y a une période qui était très... il y a plusieurs périodes dans l'histoire de l'humanité dans lesquelles des gens très riches ont pensé qu'ils pouvaient accéder et exercer un pouvoir absolu. Donc, il y a évidemment, au moment de la révolution industrielle, et aux États-Unis déjà. Mais il y a eu aussi l'âge de la guilde, par exemple, au Moyen-Âge. L'âge de la guilde, c'est-à-dire où vous aviez... les grands commerçants qui se réunissaient dans une association, une guilde, et qui pensaient non seulement conquérir, mais contrôler le monde. D'accord. Voilà. Donc là, vous êtes dans un phénomène de même nature. Et ce phénomène-là, il est nourri d'idées qui vont vous choquer, mais que je vais en résumer juste une pour vous montrer à quel point la entendez. C'est que la démocratie est l'ennemi de la liberté.
par exemple. C'est ce que pensent les grands idéologues qui entourent le président des États-Unis. La démocratie est l'ennemi de la liberté. Voilà. Donc, oui, sous-entendu que les gens ne savent pas ce dont ils ont envie et que c'est aux dirigeants de leur dire quoi faire. Tout à fait. Et donc, c'est aussi, il faut avoir le moins de règles possible, le moins de structures étatiques possible, le moins de voilà. Donc, c'est une vraie révolution. Alors, est-ce que cette révolution réussira ou réussira pas? Est-ce qu'il ira au bout ou pas au bout? Ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais aujourd'hui, on rentre dans une période révolutionnaire. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça apparaît un peu chaotique, parce que il n'existe pas de révolution qui ne soit pas chaotique. Si vous prenez les débats du Parlement français en 1792-1793, c'est très chaotique. Donc là aussi, on assiste à des choses qui sont très chaotiques, mais qui indiquent, qui montrent le caractère révolutionnaire du projet du président Trump. Et comment, vu de la lorgnette du chef d'entreprise que vous êtes et du fondateur que vous êtes, et avec votre directeur général, comment on accueille ça et comment on réagit et qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on l'accueille pas très bien parce que le modèle de développement d'Ipsos, c'était un modèle qui s'appuyait sur la globalisation. D'accord. Donc, on a commencé notre développement international en 1990, au moment où la globalisation prenait vraiment de l'ampleur. Je comprends. Et d'ailleurs, on a fait ce développement international en partie avec le soutien, disons, moral de nos clients, parce qu'ils avaient besoin de fournisseurs en qui ils avaient confiance au fur et à mesure où eux-mêmes se développaient à l'international. Donc, on a été aidés par ce phénomène de globalisation et on en a largement bénéficié. Donc aujourd'hui, ça fait déjà quelques années qu'on parle de déglobalisation, oui. C'est-à-dire d'un monde dans lequel les États, les régions jouent un rôle plus important. À cause de Trump, aujourd'hui, on va parler aussi de zone d'influence, c'est-à-dire du concept qui existait dans la politique internationale à la fin du 19e siècle, quand il y avait l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire allemand, et les États-Unis, qui n'étaient pas encore un empire, mais qui commençaient à se développer, là. D'accord. Et donc, ces empires, chacun d'entre eux avait une zone dans laquelle il y avait des États vassaux, des colonies, etc. Et après, c'est les frottements entre ces zones d'intérêt qui ont ces zones d'influence qui ont créé les conditions de la guerre. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est dans cette période de reconstitution de l'utilisation des zones d'influence, mais ça veut dire aussi, par exemple, qu'il faut que les Européens, en tout cas c'est mon point de vue, acceptent l'idée qu'ils ne sont plus les alliés des Américains. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un changement de paradigme. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, je crois, ou demain, le premier ministre canadien va rencontrer Trump à la Maison-Blanche. Je pense que le président des États-Unis a entendu ce que a dit le premier ministre canadien il y a quelques jours, qui était que le Canada avait été trahi par les États-Unis et que ça ne s'oublierait pas. Oui, donc on rentre quand même dans une ère sacrément complexe. De confrontation. Je vois le temps qui passe, cher Didier. Vraiment, c'est une conversation passionnante. Est-ce que vous auriez un point de vue? Alors, vous disiez tout à l'heure que vous n'aimez pas donner de conseils. Alors, peut-être ça va être un point de vue à ceux qui, aujourd'hui, souhaitent, par exemple, entreprendre. Là, on a pas mal de gens qui nous écoutent, qui sont soit entrepreneurs, dirigeants d'entreprise ou cadres sup. Quel point de vue, si ce n'est pas des conseils, vous auriez à leur transmettre dans cet univers VUCA mouvant, qui est quand même pas simple, des choses que vous auriez en tête? Alors, vous savez, cette fameuse observation sur la façon dont les Chinois écrivent le mot crise. D'accord, non, je ne connais pas, dites-nous. Alors, c'est deux idéogrammes, l'un qui dit risque et l'autre qui dit opportunité. D'accord, voilà, génial. Donc,
qu'on est en plein là-dedans. Oui, d'accord. On vit et on va vivre une crise importante, ça c'est clair. D'accord. Pourquoi ? Parce que tous les systèmes d'alliance qui existaient depuis la Deuxième Guerre mondiale sont en train de se changer. De vaciller. Et qu'il va falloir trouver d'autres façons pour les États, et notamment les États européens, pour protéger leurs citoyens et pour les citoyens pour travailler avec les États. Bon, donc ça c'est une chose acquise. Oui. L'autre point, c'est que je pense qu'il faut avoir confiance. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, enfin que chacun d'entre nous n'arrive pas à trouver son chemin. À partir du moment où il fait pas, où il ou elle ne fait pas des choses qu'il n'a pas envie de faire, je pense qu'il faut essayer de trouver quand même un chemin qui soit un chemin de bonheur et pas un chemin de contrainte. Oui. Même si il y a toujours des contraintes, mais enfin. Choisir ses contraintes au moins. Il faut au moins choisir ses contraintes, tout à fait. Et puis voilà. Et puis il faut petit à petit prendre son temps, construire sa maison, ne pas penser que tout se règle en 15 jours ou en 2 ans, etc. Il faut retrouver un peu de, je sais pas, un peu de sagesse, si c'est possible. Très bien. De la sagesse et comprendre que les choses peuvent mettre du temps et donc accepter les contraintes, mais choisir aussi ses contraintes parce que sinon c'est un peu compliqué. Surtout si ça prend beaucoup de temps, il faut faire le bon choix. Très bien. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Didier de vous être déplacé pour échanger avec moi sur Mindset le média. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur les bonnes plateformes. Merci encore Didier et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.